toutes et à tous. Donc maintenant ça va être la deuxième table ronde. Donc, comme vous le savez, le but de cette table ronde c'est vraiment d'avoir un point de vue plus porté universitaire. Donc ce que je propose c'est peut-être qu'on fasse d'abord un petit tour de table pour chacun se présenter. Moi pour ma part, Jules B, je suis militant à la LDH et co-organisateur de la journée, donc avec le groupe de travail d'organisation de cette journée de la justice côté Ligue des droits de l'homme. Pour ma part, je suis Valentin, secrétaire de la CGT, Ensemble des personnels d'insertion du 51 et du 62. Je représente les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, mais pas que, les psychologues et les assistants sociaux qui travaillent au ministère de la Justice dans le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà. Alors, je suis Élisir Marin, je suis magistrat honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme et j'ai été président du syndicat de la magistrature. Bonjour à toutes et à tous, donc on m'appelle Maxime Astiquet, docteur en psychologie, spécialisé en psychocriminologie, psychovictimologie. Je travaille notamment sur la question des violences sexuelles et avec un intérêt particulier sur les établissements pénitentiaires. J'aurai l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Bonjour, Thomas Léonard, je suis chercheur en sociologie et en sciences politiques à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Mes travaux portent pour l'essentiel sur la sociologie de la justice et donc, j'ai notamment réalisé une thèse sur la procédure de comparution immédiate que j'ai d'ailleurs soutenue dans cette université il y a 10 ans. Ce que je vous propose pour décrire un peu le fonctionnement de cette table ronde, c'est que chaque intervenant, commençant du coup par Mme Marin, prenne la parole et explique un peu ses derniers travaux universitaires. Et ensuite, donc on sera sur à peu près 1 heure, et ensuite, autour d'1 heure de questions ouvertes à la salle. Voilà. Je laisse Mme Marin commencer. Bon, alors, moi j'interviens donc sur les questions de justice, mais en fait je vais élargir de façon générale aux institutions et il faut bien dire au contexte largement politique. Pas en détail, mais je crois qu'on ne peut pas du tout parler de la justice sans resituer cette institution, son fonctionnement dans la période actuelle. Alors, la période actuelle, c'est la période contemporaine, c'est-à-dire que depuis à peu près 20 ans, on a eu 40 lois dites sécuritaires, c'est-à-dire augmentant les pouvoirs de la police, diminuant ceux des juges indépendants et augmentant les possibilités de surveillance dans la société française en général. Les caméras, les géolocalisations de téléphones, etc. Donc, pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement parce qu'on a un État qui, d'un seul coup, en gros depuis 2000, c'est-à-dire depuis les attentats des Twin Towers de New York, se met à vouloir contrôler tout le monde? Oui, sans doute, sans doute. Mais peut-être plus largement, il me semble, c'est qu'on se situe dans un contexte que moi je qualifierais, mais c'est pas moi qui ai inventé le terme, de néolibéralisme autoritaire. C'est-à-dire que depuis en gros les années d'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un État qui s'est reconstruit après la guerre en France, en étant à la fois un État dit régalien, évidemment, avec des pouvoirs de police, justice, prison, armée, c'est ça l'État régalien, mais aussi un État social. Ça, c'est tout le programme du Conseil national de la résistance. L'État avait des fonctions sociales très, très importantes. Qui se manifestaient par notamment tout le système d'aide sociale, de santé, d'éducation. Bon. Et ce néolibéralisme autoritaire, alors vous verrez cette notion tout à fait développée, notamment par quelqu'un qui s'appelle Chamaillou, que je vous conseille de lire, qui est un peu ardu, mais ça s'appelle La société ingouvernable. Et il explique très bien cette évolution. Et on en est actuellement effectivement à un État en France qui s'est réduit par le jeu notamment de la mondialisation, c'est pas du tout indépendant de l'économie, bien au contraire,
qui s'est réduit à un État qui est devenu pratiquement essentiellement pénal, régalien, autoritaire, néolibéralisme autoritaire. Cette notion est très intéressante parce qu'elle allie les questions économiques, la mondialisation, la concurrence des salariés de tous les pays, c'est une structure économique mondialisée, et c'est ça le grand changement, allié à un rôle de l'État qui n'est plus du tout social, qui est un rôle de l'État qui se comporte comme étant une sorte de régulateur du marché. On le voit bien à travers la multiplication d'un certain nombre d'autorités. La haute autorité de santé, c'est plus l'État qui s'occupe des questions sociales, de santé, etc. La haute autorité de santé, l'ARCES, qui est l'autorité de contrôle des télécommunications, des communications, ou la haute autorité de la concurrence, effectivement. Ça, c'est un phénomène très récent, très nouveau. Enfin, les 20 dernières années, l'État développe des hautes autorités et ne garde plus ses fonctions, finalement, de contrôle de différents secteurs comme l'environnement, la sécurité alimentaire, l'ARCOM, haute autorité pour contrôler également les communications, etc., les fréquences. Bon. Donc ça, c'est un nouveau type d'État. Et si, à mon avis, on peut le contester, mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, il y a eu tant de lois sécuritaires. C'est à mon sens parce que justement, l'État s'est complètement rétracté sur cette fonction très pénale, répressive, régalienne. Voilà. Alors, je tenais à dire ça parce que, avant d'aborder les questions de qu'est-ce que c'est que cet État autoritaire et quel est son objet, quelles sont ses cibles, en quelque sorte, je pense que c'est important de le préciser. Alors, on a, par rapport à tout ça, une sorte de... Bon, je fais en ce moment un travail sur la peur, parce qu'on voit que c'est un État qui a deux faces, qui, par les lois sécuritaires, cible un certain nombre de citoyens, les jeunes, la discrimination, les pauvres, les étrangers, etc. Et puis, qui lui-même a peur de ses citoyens. Donc je ne vais pas l'aborder là, mais c'est aussi un État qui craint, on le voit à travers les manifestations, à travers tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la restriction des droits, notamment du Parlement, etc. L'État a peur de ses citoyens aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut penser peut-être d'abord qu'on a une montée du Rassemblement national qui n'est pas du tout indépendante de tout ça, ce sentiment de peur qui est créé par l'État avec des cibles vers ses citoyens. Vous savez que 46% des Français, par exemple, pensent que Bardella ferait un très bon Premier ministre. Beaucoup de personnes, 45% des personnes interrogées, considèrent qu'il n'y a pas de crainte à avoir vis-à-vis du Front National. Bon. Donc c'est vraiment une société qui se replie complètement sur elle-même, mais il y a un certain paradoxe quand on regarde par exemple ce qu'écrit Yann Chemin dans le monde diplomatique ou quelqu'un qui s'appelle Arnaud Lacheret qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Intégrés. Bon, on voit que tout en étant une société qui est de plus en plus craintive vis-à-vis d'une certaine catégorie de population, c'est aussi une société, quand elle est interrogée profondément, qui s'est en quelque sorte libéralisée au sens politique du terme. Il y a une très intéressante enquête de Ipsos sur 11 ans qui s'appelle Fracture française. Et cette enquête, elle dit que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand les gens sont interrogés sur une période de 11 ans, c'est pas une photographie, c'est sur le temps long, on voit que finalement, la question de l'intolérance et du racisme a totalement diminué. Par exemple, j'ai regardé des chiffres, cette enquête explique que les gens interrogés en 2023, puisqu'il y a eu une enquête 2023, considèrent que à 76%,
les immigrés sont un enrichissement culturel. C'est pas du tout ce qu'on croirait quand on entend les médias, etc. Alors que en 92, il y en avait seulement 42% des gens qui pensaient ça. Beaucoup de personnes interrogées considèrent qu'il faut donner le droit de vote aux étrangers. C'est pas ce qu'on croirait quand on entend les politiques et les médias. Vous avez, sur cette enquête, 58% des gens qui pensent que ce serait bien que les étrangers aient un droit de vote au moins aux élections locales. C'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Il y avait seulement 34% qui pensaient que ce serait bien. Vous voyez, on a une société très paradoxale, mais entre ce qu'on croit des médias ou des politiques et puis la profondeur des opinions des gens, il y a une énorme différence, mais ça donne un certain espoir, évidemment. Alors, comment ça se caractérise cet État qui est devenu essentiellement un État répressif, régalien, pénal, essentiellement par le ciblage d'un certain nombre de catégories de population. Alors là, ce à quoi on peut penser, et qui nous occupe beaucoup à la Ligue des droits de l'homme, c'est notamment, en gros, les jeunes. Je vais essayer de développer très rapidement, bien sûr, ces différentes catégories de population, et toutes ces lois sécuritaires, depuis 20 ans, hein, toutes les lois qui n'arrêtent pas de cibler ces populations, c'est essentiellement les jeunes, en quelque sorte la pénalisation de la misère, hein, les pauvres, les chômeurs, etc., les étrangers, les gens qui ont des problèmes psychiques et qui ont affaire à la justice, et puis évidemment la question de l'islam, des musulmans, etc., des lois antiterroristes. Alors, rapidement, des exemples. C'est-à-dire que c'est une peur de l'autre qui est vraiment très marquée dans toutes ces lois. Quand on les étudie, évidemment, j'ai fait le choix de ne pas vous débiter, hein, comme une liste interminable, ces 40 lois sécuritaires. Ça n'aura aucun intérêt, c'est pas un cours de fac, bon. Mais elles sont, à mon sens, vraiment concentrées sur ces populations-là. C'est ça qui est intéressant peut-être. En tout cas, quand on est juriste, je trouve que quand on y réfléchit, ça saute vraiment aux yeux. Alors, sur la jeunesse, c'est la question des discriminations, notamment ce qui nous occupe à la Ligue des droits de l'homme, les contrôles d'identité, où toutes les autorités, vraiment toutes, hein, que ce soit le défenseur des droits, que ce soit des associations, que ce soit la CNCDH, toutes les autorités ont constaté qu'en matière notamment de contrôle d'identité, Monsieur Toubon, qui était le défenseur des droits précédent, et qui était quelqu'un qui était issu du RPR à l'époque, disait qu'un jeune qui a une apparence étrangère a 17 fois plus de risque d'être contrôlé que un jeune qui est blanc, pour dire les choses très crûment. Donc ça, c'est vraiment très manifeste. Et on voit, moi je vous conseille de lire également Sébastien Rocher, qui est un chercheur, hein, sur la police, et qui a écrit notamment son dernier bouquin, ça s'appelle La Nation inachevée, et qui s'inquiète et qui travaille sur le fait que quand on réunit des classes et qu'on leur demande de quelle nationalité vous sentez-vous, à quelle nationalité vous sentez-vous appartenir, beaucoup de jeunes, une proportion importante se disent musulmans, ce qui est évidemment pas du tout une nationalité. Pourquoi ? Il explique que c'est parce que notamment les institutions qui sont représentent l'État et qui sont proches d'eux, c'est-à-dire en gros la police et l'éducation, hein, pour des jeunes, ne construisent pas une identité nationale, pas du tout, qu'elles se comportent, en tout cas en ce qui concerne souvent malheureusement la police, elles se comportent comme plutôt une autorité d'agression de certains jeunes en ce qui concerne les contrôles d'identité et les discriminations, et ils construisent leur identité évidemment en fonction de ce qui est le plus proche. Et le comportement des policiers, pour eux, c'est ça l'État français, et c'est sans doute la raison pour laquelle beaucoup ne se réclament absolument pas en premier, quand on leur demande de quelle nationalité êtes-vous, de la nationalité française alors qu'ils sont français. Alors ça, c'est vraiment une multiplication de lois ces dernières années sur la possibilité de faire des contrôles d'identité et appliquer bien sûr à toutes les manifestations, à toutes les dernières manifestations, notamment pour les retraites, etc. On a bien vu que
beaucoup de contrôles d'identité amenaient à des gardes à vue, etc. Un véritable abus de contrôle d'identité, il y en a énormément chaque année. Ces lois sécuritaires se caractérisent également par la peur de l'autre, en ce sens la peur de l'autre qui est pauvre, qui est chômeur. Vous avez entendu sans doute cette dernière année 2003 où il était question de supprimer les allocations familiales aux parents d'enfants qui avaient participé aux émeutes de l'été, c'est-à-dire sanctionner en grande partie des mères qui sont des mères isolées, parce que ces jeunes qui ont été jugés par les tribunaux, à 60% étaient des jeunes qui étaient élevés par des mères seules. Donc leur retirer les allocations familiales, c'est vraiment ajouter de la pauvreté à des difficultés éducatives qu'elles éprouvent, c'est sûr, parce que c'est leurs enfants, elles travaillent, etc. On peut le comprendre. Beaucoup d'autres exemples de pénalisation de la misère, c'est un chercheur qui s'appelle Loïc Vacan qui a créé cette notion, c'est-à-dire l'idée que c'est la même chose pour les étrangers. Vous avez entendu dans la dernière loi immigration, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais même les étrangers en séjour irrégulier, il était question de ne pas leur donner d'allocation familiale, même ceux qui travaillaient, pendant 5 ans. Ils étaient en séjour régulier, mais ils n'avaient pas le droit de toucher un certain nombre d'allocations. Et puis, ça se matérialise aussi autour de problèmes liés au travail. La majorité des contrats de travail signés en France, on ne le sait pas, mais ce sont des CDD ou des contrats d'intérim. Mais une immense majorité. On a en France 21 millions de personnes qui ont des CDD et pas des CDI. Et puis, le fait que se développe un travail extrêmement précaire. Certes, c'est du travail, mais c'est les travailleurs des plateformes. Il y a toute une jurisprudence, notamment, de la Cour de cassation, maintenant, et peut-être bientôt une jurisprudence européenne, sur le fait que tous ces travailleurs des plateformes, Uber, Deliveroo, etc., la question qui se pose, c'est quel est leur statut? Alors, on dit dans le droit français que ce sont des auto-entrepreneurs. Moi, j'ai exercé des fonctions assez récemment. J'étais présidente de chambre à la Cour d'appel de Versailles en droit social, droit du travail. Et on avait énormément d'affaires, où c'était des personnes qui demandaient la requalification de leur statut comme auto-entrepreneurs. C'est-à-dire c'est eux qui payent les impôts, mais c'est eux qui payent leurs charges sociales. Alors que, ils livrent des pizzas en scooter, mais aussi des libraires, des coiffeurs. Il y a énormément de professions où le patron demande aux gens finalement de ne pas les embaucher, mais de les utiliser comme étant des auto-entrepreneurs. Et il y a beaucoup d'affaires devant les tribunaux où ils demandent leur requalification en salarié, parce qu'évidemment c'est un statut beaucoup plus protecteur. Autre exemple de ces lois sécuritaires, le logement. Une loi qui s'appelle la loi Casparian a été votée l'année dernière. Alors c'est devenu le ministre du logement, donc c'est pas du tout inintéressant. Ce monsieur a fait voter une loi qui pénalise beaucoup plus les squatteurs. C'est 3 ans d'emprisonnement encouru maintenant quand on squatte. Or, c'est pareil, dans des fonctions antérieures, moi j'ai tenu des audiences de personnes d'expulsion, de bailleurs qui voulaient faire expulser leurs locataires qui ne payaient pas leur loyer. Bon, ces gens-là, une fois qu'ils sont expulsés, la plupart du temps, ou ils arrivent à aller chez des amis, ou alors ils squattent. C'est tout à fait évident. Vous savez que tout le droit au logement qui s'appelle le DALO n'est pas du tout respecté en France. Vous savez aussi que très récemment, Madame Borne, quand elle était Premier ministre, avait dit que, en ce qui concerne le contingent de logements réservé aux plus défavorisés, le logement social, on emploierait maintenant dans ce contingentement, y compris les logements des personnes qui sont issues des classes moyennes. Ça veut dire qu'on supprime complètement ce qui s'appelle la loi SRU. C'est-à-dire que dans 25% des communes, il doit y avoir un contingent de logements réservé au logement social. Ça veut dire, si vous mettez dedans, évidemment, les personnes qui sont issues des classes moyennes, il n'y a plus de logement social. C'est complètement contraire à l'idée même. Et puis,
il est question également en matière de logement de permettre beaucoup plus les expulsions. Et c'est ce qu'a permis cette fameuse loi Casparien qui est devenue ministre du Logement. Alors, autre cible, les étrangers. On a eu une loi immigration très récemment qui a été votée. Elle a été censurée en très grosse partie par le Conseil constitutionnel, mais il reste dans cette loi peut-être à comprendre que on fait une situation qui est très calamiteuse, y compris aux personnes qui sont en séjour régulier. Parce que, évidemment, les sans-papiers sont très visés, étaient très visés par cette loi. C'est l'idée d'expulser toutes les personnes qui sont sans-papiers et de ne pas leur permettre de rester en France. Mais aussi ceux qui ont des papiers, on va pouvoir les expulser beaucoup plus facilement et délivrer des obligations de quitter le territoire, des OQTF. Il y a eu un grand durcissement de cette loi, dont des dispositions n'ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel sur la possibilité d'expulser un certain nombre d'étrangers, y compris en situation régulière, notamment les étrangers qui ne respectent pas, dit-on dans la loi, les principes de la République. Ça, c'est une notion qui intervient dans beaucoup de lois dites sécuritaires récentes. Ne pas respecter les principes de la République. C'est-à-dire que vous êtes étranger, vous avez des papiers, mais par exemple, vous portez la baya, ou vous ne voulez pas serrer la main d'une femme, etc. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce ne sont pas des infractions, ce ne sont pas des faits qui méritent d'être expulsés. Vous fréquentez une mosquée extrêmement intégriste, etc. C'est pas des infractions pénales, mais on va pouvoir expulser beaucoup plus facilement ces personnes qui, selon cette formule extrêmement générale, ne respectent pas les principes de la République. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, peut-être parce que je pense que je vais être bientôt au bout, voilà, je finis par peut-être des questions qui occupent beaucoup les juges, peut-être moins de façon générale l'opinion publique, mais qui nous inquiètent énormément. C'est la question de la responsabilité pénale et du fait d'être atteint de troubles psychiques. Ces dernières années, surtout les médias, n'arrêtent pas ces derniers temps. Quand il y a quelqu'un qui commet des actes extrêmement graves, comme porter des coups de couteau à quelqu'un, tuer des personnes, etc., c'est la récente affaire de la gare de Lyon, par exemple, où quelqu'un atteint de troubles mentaux a porté des coups de couteau à 3 personnes. C'est l'affaire d'Annecy l'année dernière, où quelqu'un qui était un étranger, bénéficiaire du droit d'asile, mais qui était atteint de troubles mentaux très importants, un schizophrène, a poignardé un certain nombre d'enfants. Bon, les actes sont horribles, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais de plus en plus, la justice juge les fous, pour résumer et terminer cette intervention. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui sont des principes vraiment qui datent bien avant la Révolution française. Sous l'Ancien Régime, on ne jugeait pas les fous. Parce qu'on disait que, comme disait la formule, ils sont déjà tellement affectés par le malheur de leur état, c'est une très belle formule, tellement affectés par le malheur de leur état que c'était inutile en plus de les torturer, de les condamner à mort, etc. Eh bien, dans notre société actuellement, il y a un très gros problème avec ce qu'on appelle la responsabilité pénale. Beaucoup de gens atteints de troubles psychiques très graves sont en prison. Ce qui est terrible pour eux, mais terrible aussi pour le personnel pénitentiaire qui ne sait pas du tout comment se comporter vis-à-vis de ces personnes, qui n'est pas formé pour ça. Les prisons ne sont pas des hôpitaux psychiatriques. Et puis, ce qui est terrible aussi de façon générale pour la santé mentale en France, parce qu'on a fermé beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, de lits en hôpital psychiatrique, et on a effectivement des gens qui ne sont pas soignés et qui sont en liberté. Ça, c'est un fait, compte tenu de l'état de la psychiatrie publique en France. Donc c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les magistrats et les avocats, parce que comment juger quelqu'un qui est atteint de troubles psychiques, dont on a l'impression qu'il n'était pas du tout responsable au moment de son crime, par exemple, de ce qu'il a fait, mais qui est condamné à des peines qui sont des peines extrêmement lourdes. Donc ça, c'est vraiment des problèmes actuels qui se posent pour la justice. Il y en a bien d'autres, mais je vais finir là-dessus.
Merci Madame Sirmarin pour votre intervention. Donc vous avez parlé justement de cet État qui peut être réduit par le néolibéralisme autoritaire que vous évoquez. Justement, Thomas, je pense que tu voulais parler justement des nouvelles pratiques au sein de l'État, des nouvelles gestions publiques, etc. Je te laisse intervenir. Merci. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisatrices et les organisateurs de cet événement de m'avoir convié à intervenir. Je remercie aussi Madame Sirmarin pour son intervention. Je pense qu'il y a effectivement des liens très très directs entre ce que je vais vous dire et son intervention. Pour ma part aussi, je compte mettre en perspective justement l'évolution des pratiques et des politiques pénales depuis on va dire une quarantaine d'années, ce qui permet aussi un peu aussi de comprendre un peu aussi ce qui est la situation, la situation actuelle. Alors, la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est parce que finalement ça, on ne sait pas forcément dans quelle mesure est-ce que la justice a accru sa sévérité au cours des dernières décennies, parce qu'on entend parfois dire que la justice serait laxiste, et parfois aussi avec cette idée que auparavant ça n'était pas le cas. On serait vraiment dans une tendance à une justice qui ne voudrait plus punir et qui voudrait en particulier plus punir ces jeunes. Élément de cadrage, premier élément de cadrage, en 1975, il y avait 25 000 personnes détenues en France. Aujourd'hui, on est à 76 000, hein, donc ça a triplé. Alors la population a évolué, bon, certes. Rapporté à la population, c'est quand même une multiplication par 2,5. Hein, donc on n'est vraiment pas dans cette idée d'une justice qui serait plus laxiste. Je voudrais ajouter aussi à ça sur la question de l'utilisation. Alors, j'ai d'ailleurs, j'ai pas mentionné, j'ai dit voilà le nombre de personnes qui sont détenues. On pourrait aussi évoquer les 15 000 personnes actuellement qui sont sous écrou, alors essentiellement sous surveillance électronique. Alors voilà, on voit quand même il y a une large extension du recours à ce type de peine. Aussi quelque chose qui me semble essentiel de rappeler, parce que ça c'est quelque chose qui est finalement assez pas si bien connu que ça dans les débats qu'il peut y avoir et dans les discours qui vont justifier justement le discours sécuritaire, c'est ce fameux discours oui mais il faut mettre les gens en prison, hein, parce que sinon la délinquance exploserait. Alors toutes les études, il y a vraiment un consensus, hein, je pense qu'on peut parler d'un consensus scientifique pour dire que la prison, le recours à l'emprisonnement ne fait pas baisser la délinquance pour tout un tas de raisons. Je n'ai pas le temps de revenir vraiment dans le détail là-dessus, mais pour tout un tas de raisons, voilà, ça serait plutôt l'effet inverse. Alors, on peut discuter éventuellement de nuances en fonction du type d'infraction. Voilà, ça c'est aussi ça qu'il faut ajouter. En tout cas, il faut bien savoir que les principales cibles de la justice, alors on peut discuter du terme de cible, mais je pense qu'il est en partie valable. Les principales cibles de la justice pénale sont justement des populations dont les caractéristiques sociales, dont les infractions font que justement ce recours à l'emprisonnement non seulement ne va pas dans le sens d'une réduction de la délinquance, mais au contraire contribue à les mettre dans des conditions plus complexes et indirectement contribuer au fait qu'ils recommencent à commettre des délits. Juste aussi pour dire que sur cette tendance globale, on parlait d'une tendance globale depuis 1975, donc multiplication par 2,5 à population égale par 3 en chiffre brut, voire par 3,5 si on ajoute la population sous écrou, sous surveillance électronique. La tendance actuelle reste encore à l'inflation. L'inflation carcérale, la population sous écrou depuis 2 ans, hein, entre 2002 et entre 1er janvier
Et le 1er janvier 2024, on a une augmentation de 10%, donc 10% dedans. Oui, c'est assez énorme. Hein. C'est-à-dire que moi j'insiste là-dessus parce que c'est aussi pour dire que finalement, moi quand j'ai commencé finalement à travailler là-dessus d'abord en tant qu'étudiant, ensuite en tant que chercheur, on constatait en fait cette inflation et on disait bon à un moment donné ça va forcément s'arrêter. Ce qu'on constate, c'est que bon, moi, voilà, quand je parle de quand j'étais étudiant, c'était quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était il y a 20 ans. Hein, donc, c'était il y a 20 ans et déjà, on disait, ça fait quand même 20 ans qu'on a cette inflation en la matière. Elle est loin d'avoir été remise en question. Alors, il y a eu aussi tout un ensemble de lois qui ont concrètement, aujourd'hui, on favorise les aménagements de peine, donc notamment pour que les peines de prison ne soient pas effectuées dans les murs quand cela est possible. Comme je vous l'ai dit, c'est effectivement une partie de la réalité, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette logique de favoriser les aménagements de peine, elle n'a pas remplacé le recours justement aux sanctions les plus répressives, elles s'y sont ajoutées. Et on peut aussi mettre en parallèle la multiplication par 4 depuis 1982 des suivis en milieu ouvert. Donc il y a vraiment une extension du filet pénal au sens large qui est extrêmement marquée et qui va complètement à rebours des discours sur une justice laxiste. Alors, autre question à laquelle je voudrais revenir, est-ce que ça s'explique par une croissance de la criminalité? Tout montre que pas du tout. Alors, on pourrait discuter ça parce qu'en réalité, vous voyez, moi, quand je fais cours à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, pour parler de la mesure de la délinquance et de la criminalité, c'est un cours de 3 heures. Donc voilà, là, je vais vous le faire en 2 minutes. Forcément, il va manquer quelques petits détails. Ceci étant, tout laisse à penser plutôt qu'on n'y aurait pas du tout, ça ne s'expliquerait pas du tout aucunement par une augmentation de la délinquance, on n'aurait pas d'augmentation de la délinquance. Un indicateur qui peut être intéressant, alors qui est en tout cas par sa fiabilité, c'est l'indicateur des homicides. Alors les homicides, c'est évidemment, c'est pas la délinquance, c'est une petite partie de la criminalité, mais une qui est particulièrement grave. Ce qu'on peut dire à ce propos, c'est que sur une période de 30 ans, les homicides ont été divisés par 2. Alors, vous avez peut-être entendu parler dans les médias, parler d'une recrudescence des homicides en 2023 et en 2022. Alors, statistiquement, on peut dire que c'est exact. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'il faut l'interpréter comme une tendance inquiétante? Je pense qu'on peut pour partie l'interpréter comme telle, mais alors il faut quand même bien souligner que ce n'est pas une tendance qui est générale, mais qui va concerner quelques territoires. On sait qu'il y a la question aussi du trafic de drogue qui peut entrer en considération, mais concrètement, l'augmentation qu'on a observée depuis 2 ans, on peut l'imputer à 85% pour les territoires d'outre-mer, les Bouches-du-Rhône et les Hauts-de-France, hein, donc chez nous. Alors, je vais revenir sur ce qui va être au cœur vraiment de mon intervention, c'est aussi il y a eu un changement majeur qui a touché les différentes administrations, dont celle de la justice, avec l'émergence d'une doctrine qu'on désigne comme la nouvelle gestion publique. Hein, vous pouvez le trouver aussi sous le terme anglo-saxon de New Public Management. Alors ça, c'est une doctrine finalement qui était en germe, on va dire, dès les années 60, mais dont les déclinaisons concrètes se sont vraiment observées à partir des années 90 et 2000. Alors c'est une doctrine qui repose sur l'idée que les administrations publiques pécheraient par le fait qu'elles n'évalueraient pas leurs pratiques et qu'elles ne se soucieraient pas des coûts engagés pour mener à bien leur mission. C'est extrêmement discutable pour tout un tas de raisons. Et voilà, on va chercher à améliorer ce qu'on appelle l'efficience
de l'administration publique. Alors ça se décline de énormément de manières. Une première manière, c'est le développement, la mise en place de tout un tas d'indicateurs de performance, de l'administration judiciaire. Le terme n'est pas neutre, hein, c'est pour ça que je placerai les... Je pense que c'est important de placer les guillemets à ce terme. Pour prendre un exemple d'indicateur de performance, dans la justice, l'indicateur phare de l'efficience judiciaire, c'est le taux de réponse pénale. Et concrètement, on est passé d'un taux de réponse pénale de 36% au milieu des années 90 à plus de 80% moins de 10 ans plus tard, et aujourd'hui on est à 89%, c'est un chiffre qui est relativement stable depuis un certain nombre d'années. Alors ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce taux de réponse pénale, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Dans les années 90, on s'en sert comme une statistique, et ça devient maintenant, donc une statistique, qui est une statistique informative, ça donne des informations qui peuvent servir aux professionnels, on s'en sert maintenant comme indicateur de performance. Quand on s'en sert comme indicateur de performance, qu'est-ce que ça change? En fait, ça change énormément de choses. Pour le dire rapidement, quand on introduit des indicateurs de performance, ça a tendance à détourner l'attention des agents de la finalité qui est censée mesurer le chiffre vers l'amélioration du chiffre en lui-même. Et donc, pour le dire en lui-même, la finalité, ça devient en soi d'avoir un taux de réponse pénale élevé, indépendamment de sa plus-value qualitative réelle. Alors ça ne veut pas dire que les professionnels ne se posent pas tout un tas de questions et qu'ils n'essaient pas de faire leur métier au mieux, mais il y a vraiment, ça va entrer en interférence et c'est quelque chose qui va vraiment avoir des effets sur les pratiques. Un deuxième effet que j'ai pu constater moi dans le cadre de mes recherches, c'est que ça a pour effet de mettre en concurrence les juridictions entre elles. Et l'atteinte de bons chiffres, ça devient un élément qui permet aux juridictions et donc aux professionnels à l'intérieur de ces juridictions de se mesurer dans ce qui devient une forme de compétition. Alors le terme de compétition peut paraître un peu polémique, là aussi c'est quelque chose qu'il faudrait développer, mais il y a vraiment des raisons de penser qu'il y a cette logique de compétition qui va entrer en ligne de compte. Alors, autre transformation importante qui a pu avoir lieu dans l'administration de la justice et qui s'inscrit dans le développement de cette logique gestionnaire. Du point de vue organisationnel, il y a eu l'introduction à partir de la fin des années 80, donc 1988, première expérimentation du traitement en temps réel, des affaires pénales, donc sous la direction de Marc Moinard, procureur de la République à Lyon. Ça va se développer dans les années 90, d'abord dans les grandes juridictions, puis ça va être étendu, parce qu'il va vraiment y avoir une volonté politique d'étendre ce traitement en temps réel. Donc au début des années 2000, c'est à peu près... au cours des années 2000, ça va se répandre partout. Alors, qu'est-ce que c'est que le traitement en temps réel? Concrètement, ça consiste dans le signalement téléphonique systématique au parquet des affaires élucidées par les services de police dans l'optique d'une décision immédiate. Alors, concrètement, il y a d'autres éléments qui vont s'articuler à ça, c'est notamment le développement de la logique de systématisation des réponses pénales. Alors, sur le papier, ça peut être très bien de dire oui, on systematise, on avance systématiquement la réponse pénale. Je pense qu'il y a énormément de choses qui devraient amener en fait à discuter de cette évidence. Donc les années 90 aussi, c'est à cette période-là qu'on voit apparaître les alternatives aux poursuites. Les alternatives aux poursuites, concrètement, c'est des réponses pénales qui sont décidées par le parquet. Donc ça pose aussi une question par rapport à la question de la place du juge. On a vu aussi apparaître des solutions, des réponses pénales de niveau intermédiaire entre alternative et poursuite devant le tribunal correctionnel, avec en 2004 l'apparition de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plus connu en France le nom de plaider coupable à la française. Concrètement, le juge, dans
sur ce type intervient sur cette procédure, mais il n'a qu'à pouvoir d'homologation. Ce qui n'est pas neutre non plus, même si j'ai pas le temps de développer davantage. Alors juste pour dire qu'aujourd'hui, la moitié des réponses pénales sont prises par le parquet, sans l'intervention d'un juge ou avec juste un rôle d'homologation ou de non-homologation. Je voudrais dire en fait un dernier mot sur d'autres procédures, et donc notamment, moi je vous ai dit, j'ai fait ma thèse sur la procédure de comparution immédiate. En 2001, on comptait en France 30 000 comparutions immédiates. On en est à 58 000 en 2022. Donc un doublement du recours à cette procédure qui est utilisée essentiellement pour son pouvoir coercitif et qui a été facilitée de différentes manières. D'une part, qu'elle a été encouragée, c'était considéré comme un indicateur aussi de la performance judiciaire. Mais il y a eu aussi des réformes, concrètement avec le PERBEN 1 et 2 qui vont faciliter l'usage, notamment par l'extension du champ d'application de la procédure et l'extension du délai en attente du jugement qui vont faciliter qu'on y recourt. Alors, on a mené une enquête aussi avec des collègues sur cette procédure de comparution immédiate. Ce qui me semble aussi utile d'indiquer, c'est que nous, on a essayé de savoir est-ce qu'en comparution immédiate, finalement, est-ce qu'on a les mêmes conditions pour pouvoir se défendre, mais l'un des résultats importants de cette recherche, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire à caractéristiques égales des prévenus et des infractions qu'ils avaient pu commettre, et j'inclus aussi là-dedans l'existence ou non d'un casier judiciaire, les peines sont plus sévères en comparution immédiate que dans le cadre d'autres procédures. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui me semble très important de souligner. Vous parlez de pénalisation de la misère. Je pense que là, en comparution immédiate, rendez-vous en comparution immédiate, si vous ne l'avez pas déjà fait, là on est vraiment dans un public. Dans un public on n'est plus dans la précarité, hein, c'est vraiment des publics qui sont touchés par tout un ensemble de difficultés sociales, problèmes psychiatriques vraiment dans des proportions extrêmement importantes, des personnes qui sont en situation de toxicomanie aussi dans des proportions extrêmement importantes. Voilà, le public de sans domicile fixe aussi dans des proportions extrêmement importantes. Et je souligne que le fait d'être sans domicile fixe est un facteur extrêmement aggravant en fait des peines. Les enquêtes, toutes les enquêtes ne donnent pas les mêmes résultats, mais toute chose étant égale par ailleurs, le risque de recevoir une peine de prison ferme si on est sans domicile fixe est multiplié par 10 ou 20. Donc, je dis bien pour le même type de délit et casier judiciaire similaire. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Je vais même m'arrêter plus tôt. Juste un dernier mot sur la justice des mineurs. Alors peut-être que vous savez qui est entré en vigueur fin 2021 le code de justice pénale des mineurs, qui remplace l'ordonnance de 1945. Je ne vais pas me prononcer alors, sur les effets de la mise en place de ce CJPM, alors, tout simplement parce qu'on a encore peu de recul, donc en fait très peu d'études qui permettent vraiment en fait, d'évaluer les effets du CJPM en lui-même. Ceci étant, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il s'inscrit dans une tendance aussi. C'est ça aussi qui me paraît intéressant de souligner. Finalement, c'est l'aboutissement, c'est aussi ce CJPM, l'aboutissement d'un processus. Qu'est-ce qu'on peut souligner là-dessus? C'est depuis, on va dire, une trentaine d'années, il y a une tendance au rapprochement du droit pénal des mineurs par rapport au droit pénal
des majeurs, donc affaiblissement concrètement de la distinction entre le répressif et l'éducatif. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment entériné dans le CJPM, lequel place la question de la prévention de la récidive en son cœur, aux côtés de la dimension éducative. Et je vous remercie pour votre attention et je m'arrête ici. Merci Thomas. Du coup, je laisse la parole à Maxime. Donc toi, tu voulais axer d'abord sur la question des infractions sexuelles. C'est ça sur quoi tu voulais commencer. Je te laisse débuter sur ce super sujet. Oui, ça donne envie de suite. Hein, voilà, on va parler de violences sexuelles. C'est hyper attrayant comme sujet. Non mais effectivement, je souhaitais un petit peu aborder aussi des éléments peut-être un petit peu plus concrets finalement, un peu moins dans l'historique, parce que c'est aussi un petit peu moins mes accointances et mes compétences. Mais pour voir, en fait, je vais vous présenter deux éléments qui me semblent extrêmement importants quand on en fait, discute en termes de politique publique et de justice. Donc le premier élément, ça va faire attrait effectivement à tout ce qui est le champ des violences sexuelles. Plus particulièrement, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle le viol. La question du viol aujourd'hui, alors, promis, on ne va pas faire un cours sur les violences sexuelles, mais juste pour se questionner au niveau des demandes actuelles, des demandes sociales, des demandes sociétales, en ce qui concerne la caractérisation de ce qu'est un viol. Donc c'est extrêmement intéressant, on voit que depuis une dizaine d'années, il y a une libération de la parole, la question des violences sexuelles émerge médiatiquement dans le champ médiatique, notamment par le phénomène des groupes MeToo. On en a eu encore la preuve récemment avec le MeToo dans le cadre du cinéma, avec toutes ces histoires-là. Et donc, petit à petit, il y a aussi des demandes qui se sont formulées en ce qui concerne l'évolution de la définition, l'évolution finalement de la qualification, de la définition de ce qu'est un viol au niveau pénal. Je ne sais pas si vous en connaissez par cœur la définition actuelle du viol, peut-être pas, on n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes plaisirs que moi, j'aime bien apprendre par cœur le code pénal, mais ça ce sont mes marottes personnelles. Mais voilà, ce qui caractérise en tout cas cette infraction de viol, c'est notamment sur la base de 4 caractéristiques: menace, contrainte, violence et surprise. Et ça en fait, c'est issu de la réforme du code pénal de 1994. Donc ça commence à avoir un petit peu d'âge. C'est un peu plus jeune que moi, hein, 1994, je suis de 89. Mais en termes de matière pénale, qui est une matière dynamique, ça commence à faire un petit peu long. Donc se pose à l'heure actuelle des questions, des interrogations sur l'évolution de ce cadre-là. Notamment, et je trouve intéressant d'introduire ce qui se passe à côté de chez nous. Parce que c'est pour l'instant pas forcément les éléments qu'on a pu mettre en exergue, mais les politiques publiques d'un pays peuvent aussi s'établir en comparaison avec un environnement proche, des pays limitrophes, mais aussi peuvent se baser de plus en plus sur un espace supranational et au niveau de l'Union européenne. Et en fait, en matière de violence sexuelle, et notamment de définition du viol, on constate qu'en fait, autour de nous, ça bouge. Ça bouge. Alors, moi, je ne suis pas là pour vous dire s'il faut changer, s'il ne faut pas changer, ce n'est pas mon rôle. En tout cas, il y a des pays qui bougent, il y a des pays qui changent, qui modifient leur cadre législatif, et notamment sur la base de qui, de quoi? Ben, ce sont les politiques, avant toute chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est à la base des politiques publiques qui vont amorcer aussi ces changements-là en termes de définition juridique et de définition légale. Donc par exemple, vous avez la Suède, depuis 2018, qui a modifié son cadre légal, sa définition de ce qu'est un viol, pour passer d'une définition où on était sur la base d'un consentement implicite, c'est-à-dire que la personne victime doit amener preuve qu'elle n'était pas d'accord, à une version explicite du consentement. Voilà. Il faut dire oui, je suis d'accord d'avoir un rapport sexuel pour considérer que la personne est d'accord. Si on n'a pas obtenu ça, potentiellement c'est une violence sexuelle. Donc ces évolutions-là, qui sont aujourd'hui demandées de plus en plus en France, qui demandent au pouvoir public, qui demandent aux politiques de pouvoir faire évoluer, notamment dans le cadre, je ne sais pas si vous connaissez, mais de la Convention d'Istanbul. Convention d'Istanbul, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, je crois que c'est de 2011. Donc ça commence à faire un petit moment, ça commence à devenir une jeune adolescente, cette convention. Elle a permis de proposer au niveau européen un cadre de définition, un cadre opérationnel de définition de ce qu'est le viol. Bien entendu, nous l'avons signé, nous l'avons ratifié,
Mais par contre, il y a quelques semaines, quand l'Union européenne a voulu passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'établir une harmonisation de la définition du viol sur l'ensemble des pays européens, nous avons fait partie, nous, la France, par le prisme de notre président de la République, des quelques pays qui ont dit non. Aujourd'hui, en France, les politiques publiques ne souhaitent pas venir modifier ce cadre-là, alors que tout un ensemble de pays autour de nous l'ont fait. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ce n'est pas mon rôle de le préciser, mais c'est aussi intéressant, et pour ça j'aimerais citer, je l'ai noté parce que je n'ai pas appris par cœur, mais c'est le Premier ministre suédois de l'époque, donc qui a fait émerger cette loi en 2018, qui disait que la loi est aussi un outil pour changer les attitudes et les valeurs dans notre société. Donc les politiques publiques, elles peuvent parfois, on va dire, être en réaction de changements sociaux et sociétaux, mais parfois aussi les politiques publiques peuvent être prescriptrices de nouvelles normes sociales. C'est aussi ce à quoi on attend dans les politiques publiques et auprès des politiques, c'est aussi pouvoir faire émerger, c'est-à-dire donner le cadre normatif pour évoluer, pour avancer dans l'acquisition de droits. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le premier point, je sais qu'il va un peu à contre-courant finalement de la logique très sécuritaire dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, si on vient changer la définition du viol dans notre droit français, on risque malheureusement d'augmenter et d'aggraver le problème de surpopulation carcérale. Mais ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas ni mon problème, ni théoriquement le problème des politiques publiques. Avant toute chose, c'est de pouvoir caractériser de manière, on va dire, adaptée et fonctionnelle les infractions quand elles existent. Donc voilà, je voulais insister parce que c'est aussi très actuel, malheureusement. Les violences sexuelles, depuis les années 90, on se questionne beaucoup là-dessus. Et en fait, on voit que malheureusement, ça ne s'arrête pas. Donc voilà, je voulais aussi commencer mon propos un petit peu par ces éléments-là, parce que les politiques publiques ont un vrai rôle pour faire évoluer la société. Voilà. Elles doivent participer à ces changements, à ces évolutions-là. Donc je pense que les politiques publiques et les politiques de manière générale ont aussi un rôle à jouer, et aussi, entre guillemets, une forme de courage à avoir dans les changements sociaux et sociétaux à impulser et à mettre en application. Sans transition, encore que j'en ai fait un petit peu sur le cas de la surpopulation carcérale, le deuxième point sur lequel j'aimerais un petit peu discuter, peut-être sur lequel je m'arrêter légèrement plus longuement, c'est la population carcérale, ce sont les établissements carcéraux, et c'est notamment cette idéologie-là. Donc que ce soit Madame Cyr Marin ou Monsieur Léonard en ont déjà un petit peu parlé, cette logique répressive, cette logique punitive, cette logique d'incarcération, où en fait la prison apparaît comme étant, on va dire, la sanction ultime, celle qui permettrait de protéger la société, celle qui permettrait, voire même, de réinsérer. Monsieur Léonard l'a dit, je crois qu'il faut sortir de ce fantasme-là. Effectivement, toutes les données, toutes les études soulignent, la prison n'est pas forcément le meilleur endroit pour apprendre à se réinsérer dans la société. Voilà, donc je crois qu'il faut à un moment donné aussi que les politiques publiques changent en fait leur script, changent un petit peu leur prisme de lecture là-dessus. Alors peut-être que sur tout ce que nous a présenté Madame Cyr Marin, peut-être qu'ils n'ont pas envie. Les politiques peut-être sont tellement inscrits dans cette logique répressive qu'ils n'ont pas forcément envie de changer, mais en tout cas, s'ils posent des questions à des chercheurs ou à des chercheuses, les données sont factuelles, ça ne fonctionne pas. L'accroissement de la population carcérale montre bien qu'à un moment donné, les gens qui passent en détention n'ont pas trouvé l'épiphanie dans leur cellule de 9 mètres carrés en se disant « Ah ben non, dès aujourd'hui, je vais devenir une bonne personne, je ne vais plus passer à l'acte ». Donc là, pareil, la question de la carcéralité, la question de qui on met en détention ou qui on ne met pas en détention, la question de quand est-ce qu'on utilise des aménagements de peine ou non, ça fait, à mon sens, en fait, directement connexion avec les politiques publiques, avec l'idéologie sous-jacente qu'il y a derrière. Alors peut-être qu'on ne fait pas autrement parce que ce n'est pas possible de faire autrement. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là encore une fois, si on vient chercher autour de chez nous, des pays, notamment sur le nord de l'Europe, des pays particulièrement scandinaves, mais je vais prendre l'exemple d'un pays qui n'est pas scandinave, on m'a suffisamment dit que je faisais une erreur là-dessus, donc je vais parler de la Finlande. Donc c'est ça, je peux confirmer, ce n'est pas un pays scandinave la Finlande, c'est un pays nordique mais pas scandinave. La Finlande, on va faire un petit peu d'historique. 1960, en fait ils ont un problème. Ils ont 187 personnes détenues pour 100 000 personnes, pour 100 000 habitants. Et ils se disent c'est pas possible. Ils se disent c'est beaucoup trop.
On ne peut pas continuer comme ça. Nous, actuellement en France, on est à peu près à 105 détenus pour 100 000 habitants. Voilà. Donc il y a une soixantaine d'années, la Finlande était largement supérieure à ce niveau-là. Ils se disent, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, on va aller poser des questions aux personnes compétentes, à des chercheurs, à des chercheuses, à des gens de terrain. Voilà. On va leur proposer de réfléchir sur le sujet, de prendre le temps nécessaire et de nous faire des préconisations. Je dis nous, en fait, moi j'y étais pas. Dans les années 60 en Finlande, j'y étais pas du tout. Mais voilà, de faire des préconisations. Pour faire quoi? Pour changer l'idéologie. Pour qu'à ce moment-là, les politiques publiques ne soient plus sur on incarcère, on incarcère, on incarcère, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas incarcérer? Juste un changement en fait de direction. C'est pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être incarcéré, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être incarcéré. Quelles sont les alternatives à l'incarcération? En fait, ils ont renversé ce rapport-là. Nous, en France, on est toujours sur un rapport de on va incarcérer. L'aménagement de peine, c'est un peu le cadeau de Noël. Voilà, t'es gentil, t'as une bonne tête, je vais te faire un petit aménagement de peine. Je schématise, bien entendu. Mais en fait, c'est un petit peu ça. Alors que non, ils sont partis du principe que le régime ordinaire, c'est pas la prison. La prison est un régime d'exception. Et rien que ce renversement-là fait qu'aujourd'hui, ça a pris du temps, on va pas se mentir, ça a pris une trentaine, une quarantaine d'années, mais aujourd'hui, ils en sont à peu près 50 personnes détenues pour 100 000 habitants. Donc ils ont divisé par 3 en 60 ans. Mais pour ça, il faut à un moment donné du temps long. Il faut du courage politique. Il faut que les politiques publiques aussi ne changent pas tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut de la continuité. De la continuité qui aille au-delà des personnes politiques. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début des années 60, quand ils ont mis ça en place, ils ne se sont pas dit dans 5 ans, si on change le ministre de la Justice ou quoi que ce soit, on change. Non. Ça a été mis et inscrit dans un temps long. Et les résultats sont là. Ça marche. Si encore nous n'avions aucun exemple autour de nous montrant que, autrement que la prison, ça ne fonctionnait pas. On continuera à incarcérer, mais en fait, ça marche. Moins de prison, moins de détenus. Déjà, tout bêtement, ça coûte moins d'argent. Ouais, parce que ça coûte extrêmement cher de construire des prisons, et une journée en détention, c'est à peu près 100 €, ce que ça coûte. Je vous laisse faire le calcul. 100 €, 75 000 détenus, 365 jours. Grosso modo, on arrive à 3 milliards par an. Voilà. Donc moins de prisons, moins de détenus, c'est aussi moins de coûts qu'on peut rediriger sur autre chose. De la prévention, de l'éducatif, pourquoi pas. Mais voilà, tout ça pour dire, je ne sais pas combien de temps il me reste, je pense que j'arrive un petit peu à la fin, mais voilà. Aussi pour dire que, et ça fait un peu de transition, je crois, avec la table ronde suivante, qui sera un peu sur les perspectives pour penser l'après, c'est que, à un moment donné, oui, on est inscrit dans une idéologie, Madame Sierra l'a montré, 40 lois en fait sécuritaires depuis une vingtaine d'années. Monsieur Léonard a montré, comparation immédiate, ok, mais en fait ça peut changer. Donc, je voulais aussi un petit peu égayer, pour pas qu'on sorte de là en se disant, on ne va pas s'en sortir, c'est pas top, 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 mais en fait si on peut. Et le pire, c'est que des pays autour de nous l'ont fait. Alors il y a des petites lumières, voilà, il y a des petites choses qui sont en train de se créer. Sur la loi de programmation de la justice et d'orientation de 2018-2023, la création des services d'accompagnement à la sortie, voilà, qui sont considérés comme des débuts de prison ouverte. Il y a des petites choses qui émergent. Mais à un moment donné, il faut que les politiques publiques prennent la responsabilité, prennent du courage, parce que oui, et je terminerai là-dessus, forcément, si on dit que la société veut de la prison, si on dit que la société, et on a montré qu'en fait c'est pas vrai, donc on dit toujours que les gens de la société sont contre les immigrés, sont racistes, veulent mettre les gens en prison, et en fait on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai. Mais parce qu'il y a aussi un rôle des politiques publiques, c'est de parler, c'est de communiquer, c'est d'expliquer. Et ça, c'est la Finlande l'a fait. La Finlande, à un moment donné, s'est dit, on va changer le script, mais il va peut-être falloir qu'on l'explique. Donc tout ça pour dire que c'est possible. On peut changer les choses. Mais il faut du courage, il faut de l'engagement, il faut penser du temps long, il faut que les politiques publiques aillent adhérer à ce type d'idéologie, mais en tout cas, il y a des exemples autour de nous qui nous montrent que c'est possible. Je vous remercie. Alors, merci à tous les trois pour ces interventions très enrichissantes. Je vous propose maintenant qu'on passe à la phase plus d'échange et de questions, donc avec vous. Je ne sais pas si... On va chercher les micros. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une intervention ou une question par rapport à tout ce qui a pu être dit.
coup, comme je suis déjà intervenu ce matin, je vais pas monopoliser le micro. Simplement pour réagir et pour permettre aussi peut-être aux intervenants de développer un certain nombre d'idées. Donc, je me présente, j'étais directeur interrégional des services pénitentiaires. Donc, pendant 40 ans, je me suis occupé évidemment des directions de prison. Donc, c'est aussi le sens de ma présence ici, puisque tout ce qui concerne évidemment le monde carcéral et la justice en général continue à m'intéresser. Madame Siermarin, dans votre intervention, toutes les interventions étaient évidemment très intéressantes, mais dans votre intervention, vous avez démarré, et puis c'est, je crois, l'objet de votre recherche actuelle, sur les phénomènes de peur. Et je pense que, bien sûr, vous ne pouviez pas tout développer, mais le rôle des médias actuellement, dans évidemment ce phénomène qui envahit tous les champs de la société, est absolument central. Pour les plus anciens, qui ne sont pas ici d'ailleurs, mais évidemment la France a peur, ça fait résonance à quelque chose. On a l'impression que tous les soirs, la France a peur de tout, à tout moment. Donc forcément, il y a un certain nombre de conséquences dans ce que l'opinion publique ressent à tort et à raison, puisque par ce véhicule médiatique, évidemment, on irrigue les esprits. Deuxième point de votre intervention, vous avez noté que, évidemment, la répression s'exerçait évidemment sur certaines catégories sociales, et c'est tout à fait vrai, ça rappelle aussi nos études anciennes, classe laborieuse, classe dangereuse. On a l'impression de revenir à ces temps-là, mais aussi je voulais mettre en corollaire le fait qu'un certain nombre de délinquants, et notamment financiers des grands groupes, échappent par voie de conséquence à une forme de normalisation, je dirais, dans le cadre d'une société qui serait plus égalitaire, en tout cas telle qu'on la souhaite. En ce qui concerne M. Léonard, je dirais que votre intervention sur le management et cette politique du chiffre, dont on a vanté tant les mérites de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, parce que tout ça, évidemment, a des conséquences, y compris sur le ministère de la Justice, et vous l'avez un peu corrigé, mais c'est vrai qu'en France, on manque d'évaluation des politiques publiques. Enfin, c'est mon sentiment. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Vous l'avez très bien expliqué, et c'est ça, comment on prend en compte cet aspect-là pour, évidemment, noter la concurrence entre les structures, l'évaluation et presque l'évaluation individuelle des gens, comme si tout était évaluable, surtout quand on prend en compte de l'humain. Pour le dernier intervenant, évidemment, la surpopulation carcérale, je le disais ce matin, c'est un des thèmes sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi. Et évidemment, je rappellerai aussi, c'est un peu aussi pour faire prolonger le débat, qu'il y a les politiques, bien sûr, mais il y a les magistrats aussi. Et évidemment, la loi prévoit aussi en France que la détention provisoire est l'exception. Donc, je veux dire, c'est aussi deux faces de la même chose. Et, je le disais peut-être en aparté, mais évidemment, quand on pense aux alternatives à l'incarcération, notamment, c'est la peur, et je rejoins peut-être en boucle, la peur des politiques de prendre leurs responsabilités par rapport à l'opinion publique, de trouver des voies et moyens différents, et c'est peut-être aussi, quelque part, et je pense à la magistrature, le fait que, évidemment, le syndicat de la magistrature n'est pas comptable de ça, mais je veux dire, dans la magistrature, évidemment, on est très frileux pour aller sur ces notions-là, parce que, quelque part, pour les deux entités, c'est amoindrir le pouvoir qu'ils exercent. Vous voulez qu'on réponde tout de suite ou on vous laisse répondre tout de suite, c'est peut-être plus simple. Et on se prend une autre question après. Madame Serment, vous voulez réagir peut-être Pas mal de choses quand même. Merci beaucoup de vos questions. Bon, sur les médias,
il y aurait là aussi tout un travail à faire. On dit toujours que les chaînes d'infos permanentes, BFM, LCI, etc., CNews, sont économiquement, effectivement, axées sur les faits divers parce que ça fait de l'audience, ce qui est absolument vrai, hein, notamment évidemment les chaînes Bolloré, mais les autres aussi. Donc ça, c'est vrai, c'est une explication complètement économique, c'est leur business plan. Plus on parle de faits divers, plus ça intéresse les gens, semble-t-il, et donc plus on gagne de l'argent, sans doute. Mais moi, c'est pour ça que j'essaye en ce moment de travailler sur cette question de gouvernance par la peur, parce que je crois que c'est complètement annexe aux politiques sécuritaires. C'est pas simplement que ça fait de l'argent, c'est que, et c'est ça qui est très, très embêtant, c'est que ça fait aussi une politique et un certain électorat. Je pense que ça a une influence politique extrêmement importante. Dans l'enquête dont je parlais, Fracture sociale, qui est vraiment une enquête passionnante, si vous avez l'occasion, quand ils en parlent dans la presse, chaque année ils en parlent, parce que c'est une enquête annuelle, hein, c'est cette enquête Ipsos. On demandait aux gens, donc il y a un échantillon représentatif, il y avait une question justement sur la peur. Avez-vous peur des autres ? Et vous avez 2 personnes sur 3, je trouve ça énorme, 2 personnes sur 3 qui répondent « Oui, j'ai peur des autres, il faut toujours se méfier des autres ». C'est quand même intéressant comme photographie d'une société. Oui, j'ai toujours peur des autres, 2 personnes sur 3. C'est-à-dire qu'on ne fait plus société avec des réponses pareilles. On ne fait plus société. Et c'est ce que... c'est ça, les conséquences d'une gouvernance par la peur, des voies sécuritaires, etc. C'est que ça isole les gens. C'est extrêmement lié, à mon avis, à l'idée de collectif, de citoyenneté. Ça isole. Et en 1975, Václav Havel, j'avais pris... ce qu'il disait, c'est Sophie Bessis, qui est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui écrit de temps en temps dans le Monde, et je ne sais plus comment s'appelle son dernier bouquin, et elle cite Václav Havel, qui dit, sur la question de peur, de sécuritaire, etc., enfin il avait quand même de quoi dire, hein, vu son histoire, il a écrit une lettre ouverte au président de la République tchécoslovaque, à l'époque, hein, c'était en 1975, et il disait « C'est cela que j'appelle la culture de la peur. Elle envahit aujourd'hui les sociétés libérales parce qu'aucune politique ne peut éviter d'être politique des affects, de l'émotion, c'est-à-dire de la vengeance, de la colère, du ressentiment, de la compassion. » Mais c'est ça les médias, de la vengeance, de la colère, du ressentiment, de la compassion. Les réseaux sociaux numériques multiplient les possibilités de leur expression anomique et anarchique. Et après, il développe dans sa lettre en expliquant que le problème de ça, c'est que ça dépolitise totalement. Si vous avez peur de l'autre, il n'y a plus de raison de faire société. Il faut vous protéger. Moi, je suis d'un petit village du Jura, et où je vais de temps en temps. Et sur cette loi étranger, même, enfin, il y a 150 habitants. Et j'ai une vieille voisine, et elle me branche sur ouais, c'est bien, les lois étrangers, etc. Bon, elle vote RN, hein, tout le monde le sait. Je dis, mais de quoi tu as peur? Il n'y en a pas un étranger. Enfin, il y a une Bolivienne qui fait des repas une fois par an, tout le monde y va, tout le monde est content. Et une Japonaise qui fait des repas une fois par an, tout le monde est ravi. Donc voilà, les 2 étrangers du village. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur des étrangers? Et elle me dit, ah ben moi, dès que j'entends parler une langue étrangère, j'ai peur. C'est complètement fou, complètement irrationnel, quoi. Mais c'est politique aussi. C'est pour ça que cette histoire des médias, c'est vrai, c'est vraiment très important de souligner le caractère économique de Bolloré, etc. Mais il y a vraiment, dans les faits divers, à mon avis, un caractère politique. Et ça, moi, c'est une question que je me pose beaucoup parce que j'y vais. Encore ce mois-ci, encore cette semaine avec Ben Inter, avec Big Magnon et Sarkozy, je suis allée pas mal à BFM et à LCI. Et je me dis toujours, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En fonction, si vous voulez, des sujets, il y a des tas de fois où je refuse d'y aller parce que c'est juste un fait divers, c'est pas intéressant. Mais la plupart du temps, je m'aperçois maintenant que
en fait, à partir d'un fait divers, avec un temps extrêmement limité, certes, on peut développer, c'est peut-être une illusion chez moi, mais on peut développer des arguments politiques. Parce que je reprends l'exemple de l'histoire d'Annecy, où les 5 enfants qui ont été poignardés par ce demandeur d'asile. Bon, ça, on en avait parlé pendant 4-5 jours, ben, c'est pas que c'était affreux, hein. Bien. Mais ça permettait de développer ce que c'est que l'asile, pourquoi il faut protéger les gens, qu'est-ce que c'est que la folie, qu'est-ce que c'est que... pourquoi la justice ne peut condamner que des gens qui sont pénalement responsables et ne peut pas mettre en prison des fous. Qu'est-ce que c'est que mettre en prison des gens qui sont des malades mentaux où on ne peut pas les soigner, et comment, finalement, ceux qui sont incarcérés en étant en réalité pas responsables pénalement, restent plus longtemps. C'est l'histoire de Romain Dupuis, hein, qui avait tué 2 infirmières à Pau il y a 25 ans. Comment les gens qui sont incarcérés, et qui sont hospitalisés en psychiatrie, donc qui ne sont pas condamnés, qui sont considérés comme irresponsables pénalement, en fait, ils restent plus longtemps à l'hôpital psychiatrique que les gens qui sont en prison. Ça, ne serait-ce que ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour ça que les faits divers, je crois, dans notre société aujourd'hui, se sont devenus, pour certains en tout cas, des phénomènes politiques. Pour beaucoup de faits divers, on peut aller sur des phénomènes politiques. Alors, je ne veux pas être trop long dans mes réponses, mais parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous avez demandé. Sur la délinquance financière, bon, bah, évidemment, alors, ça, oui, la délinquance financière, évidemment que... bon, elle représente, en gros, je regarde toujours les chiffres, hein, parce que je pense que c'est très intéressant. Bon, ça représente 0,1% des condamnations pénales. Donc ça va. Ça va pour eux, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je pense que la justice fonctionne. Donc elle scandalise, parce que évidemment on se dit, oui, c'est pourri, les politiques sont pourris, voyez ce qu'ils font. Là, les 6 dernières années, quand on regarde, on a eu 4 ministres de la justice qui sont passés devant les tribunaux. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. Il y a eu Mercier, ça fait la 2e fois qu'il est condamné, qui était un ministre de la justice de Sarkozy. Il y a eu Urvoas, ministre socialiste, il a été condamné par la Cour de justice de la République, pour violation du secret professionnel. Puis il y en a deux qui ont été relaxés, il faut le dire, c'est Dupond-Moretti et Bayrou. Bon, Bayrou, le parquet a fait appel dans l'histoire du détournement de fonds au Parlement européen avec des assistants parlementaires. Donc 2 condamnés et 2 relaxés. Il y en a quand même 4 qui sont passés devant les tribunaux. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire que malgré tous les obstacles, malgré tous les verrous, le fait que sans arrêt, le parquet national financier est complètement laminé par notamment Dupond-Moretti qui dit que ce sont des fous, qu'il lui en voulait, etc. Parce que l'affaire Dupond-Moretti, c'est vraiment une affaire de destruction du parquet national financier. Il a voulu sanctionner des magistrats du parquet financier uniquement parce que c'est extrêmement gênant pour le pouvoir, ce parquet financier, et de façon générale toutes les affaires financières judiciaires. Mais en même temps, ça marche. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, même si ils sont condamnés pas du tout comme les droits communs. Ça, c'est bien clair. Mais après tout, c'est pas politiquement correct ce que je dis, mais est-ce que c'est pas non plus normal? C'est-à-dire que la première condamnation de quelqu'un, même en droit commun, quelqu'un qui travaille, qui est inséré, même en droit commun, on ne met pas du ferme. Donc moi, ça ne me choque pas en soi que une première condamnation d'une infraction financière, même importante, il n'y ait pas d'emblée du ferme. Ça ne me choque pas. En revanche, c'est quand même emblématique et extrêmement symbolique. Quand on a Nicolas Sarkozy qui a actuellement 4 affaires pénales en cours, dont 2 dans lesquelles il a été condamné définitivement. C'est-à-dire qu'il y a des pourvois en cassation, mais sur le fond, il est coupable. Les 2 fois. C'est-à-dire les écoutes téléphoniques, où il a essayé quand même de faire nommer un haut magistrat de la Cour de cassation à Monaco dans le sens de ses propres intérêts, pour avoir des informations, etc. Bon, Nicolas Sarkozy a été condamné quand même à 1 an ferme. C'est pas rien, quoi. Les 3 d'ailleurs
Herzog, son avocat, Azibert, qui était directeur de l'ONM, et Sarkozy, ils ont été condamnés tous à 3 ans, dont un enferme. Et là, il vient d'être condamné quand même à 1 an, dont 6 mois avec sursis dans l'affaire Big Malion. Bon, Big Malion, c'est quand même 20 millions d'euros de préjudice. C'est peu de choses, mais 20 millions d'euros en plus de ce qu'il pouvait dépenser pour sa campagne électorale. Vous voyez, en même temps, ces affaires financières, c'est extrêmement déséquilibré, parce qu'il n'y a pas assez de magistrats financiers, et surtout, il n'y a pas assez de police judiciaire financière. Ça, c'est un gros problème. Les services judiciaires financiers sont écrêtés, sont totalement dépourvus d'effectifs de façon affolante. Il y a très très peu de policiers financiers, et il y en a de moins en moins d'ailleurs. Mais en même temps, ces policiers financiers travaillent et ça fonctionne, quoi. Mais c'est vrai que ce qu'on demande, évidemment, c'est que la police judiciaire financière soit très, très nettement renforcée. Bon, c'est pas du tout le sens de l'histoire. Il y a une loi l'année dernière, une loi d'orientation sur le ministère de l'Intérieur, hein, la LOPMI, ça s'appelle, et qui a complètement désorganisé la police judiciaire. Bon, on comprend pourquoi, la police judiciaire, parce qu'il y a plusieurs sortes de police en France. La police qu'on connaît, nous, c'est la police dite administrative, celle qui est dans les rues, qui fait la circulation, qui parfois interpelle pour des petits grappes de shit, etc. Mais la police judiciaire, c'est la police qui travaille sur ces affaires financières, et sur d'autres affaires d'environnement, de droit de l'environnement, toutes les affaires complexes. Et elle a été démantelée, complètement démantelée. Elle se vide complètement de ses effectifs, notamment un service qui s'appelle le CLIF, qui est dans toutes les grandes affaires financières. Bon, ça a un intérêt de démanteler la police financière, puisque c'est essentiellement une police des affaires politico-financières. C'est essentiellement ça, hein, les affaires financières. Mais on voit qu'il y a quand même une vraie motivation des juges financiers, qui sont très très peu nombreux, moi, dont j'ai fait partie, puisque j'ai présidé une chambre économico-financière à Paris. Mais ces juges-là ont une volonté simplement de traiter tout le monde à égalité. Alors maintenant, pour autant, traiter tout le monde à égalité, c'est pas nécessairement mettre un mandat d'arrêt à Sarkozy à la sortie de la cour d'appel avant-hier à la suite de l'affaire Big Malion. Il est comme tout le monde, il fait un pourvoi en cassation, c'est suspensif. Ça veut dire que pour l'instant, sa peine de 1 an, dont 6 mois avec sursis, donc il a 6 mois à faire l'affaire. Pour l'instant, il n'exécute pas, mais c'est le cas de tout le monde hein, quand on fait un pourvoi en cassation. Mais voilà, je voulais répondre, j'avais plein d'autres trucs à dire, mais je dirai peut-être tout à l'heure. Mais je trouve que, oui, sur la question des juges, pour finir simplement là-dessus, je vous conseille la lecture d'un bouquin très intéressant qui est d'un ami d'ailleurs, de Johan Chapoutot. Peut-être vous l'avez lu, ça s'appelle « Libre d'obéir ». Et c'est extrêmement intéressant. Alors ça ne concerne pas la justice, hein, ça concerne les questions de management. Mais la justice, elle est effectivement, ça a été dit, dans la justice aussi, il y a du management. Saint-Suppiot l'a très bien montré, hein. Alain Suppiot a très très bien montré dans son bouquin La gouvernance par les nombres, comment maintenant, toutes les administrations publiques faisaient l'objet de management. Et la justice, c'est pareil, on sélectionne des présidents de juridiction, on juge les juges sur les statistiques essentiellement, hein, ça a été dit aussi, les statistiques, c'est-à-dire que la statistique pour les magistrats du parquet, dont la fonction est de poursuivre, la statistique c'est combien de poursuites ils font. Donc plus on fait de poursuites, mieux c'est. C'est oublier complètement que pour la société et pour la justice, ce qui est important, c'est pas le nombre de poursuites, c'est quelle est la justice rendue. Et parfois, il est plus juste de ne pas poursuivre des personnes qui ne méritent pas d'être poursuivies. Quand il n'y a pas de preuve contre quelqu'un, c'est pas la peine de les poursuivre, de les traîner à l'audience correctionnelle pour arriver ensuite à une relaxe. Ça prend du temps de juge, ça prend beaucoup d'argent et ça sert à rien. Je me souviens très bien, moi, ma première fonction, c'était à Orléans. J'étais juge des enfants. Et c'est un truc qui n'existe plus du tout maintenant, le mode de poursuite du parquet. Je me souviens que j'avais des gamins, parce qu'à Orléans il y a la Loire,
et il y a des barques au bord de la Loire, et le grand jeu, évidemment, quand on a entre 13 et 18 ans, c'est extrêmement amusant de couper les cordages des barques et de la laisser voguer au fil de la Loire, ou de monter dessus et de la voler, entre guillemets, parce que c'est très marrant, quoi. Bon. Mais à l'époque, le parquet classait, c'est-à-dire le gamin était convoqué, il se prenait une engueulade monstre, comme quoi il avait volé une barque, c'était très mal, et qu'il risquait 3 ans de prison, etc. Bon, et puis on convoquait ses parents, puis on disait surveillez-le, et puis il faut qu'il arrête, quoi, puis c'est tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus, vous croyez si vous voulez, ça n'existe plus. Un gamin qui fait la même chose, il va se faire convoquer par le parquet, et il aura affaire au juge des enfants, et il se prendra une mesure pénale éducative, il sera nécessairement l'objet d'une réponse pénale, comme on dit. Est-ce que c'est intéressant pour la société? Je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre jamais les mineurs, c'est pas ça. Mais il y a véritablement une manière de juger les juges avec ces statistiques qui sont totalement contre-productives, parce que là, pour prendre mon exemple, oui, il y a une réponse pénale si on poursuit le gamin qui vole une barque pour aller faire l'imbécile sur la Loire. Oui, il y a une réponse pénale. Est-ce qu'elle est utile à la société? Pas vraiment. Pas vraiment, franchement, c'est absolument rien du tout. Est-ce que c'est pas mieux de dire au gamin, bon c'est très mal, ça se fait pas, maintenant tu vas réparer, la barque elle est abîmée, tu vas faire un petit travail sur la barque, et puis c'est fini, et puis on n'en parle plus, c'est classé, ça sera pas sur ton casier judiciaire. Mais ça demande beaucoup de temps aussi. Ça demande que le parquet, les magistrats du parquet prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils font et pas de poursuivre systématiquement. Donc vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes, tout ça. Merci pour votre question. Alors vous avez parlé, sur la question de la politique du chiffre, vous avez aussi parlé de Nicolas Sarkozy. Je voudrais juste revenir là-dessus parce que pour voir concrètement, en fait, pour parler d'effets concrets de certaines de ces politiques du chiffre et sur les effets néfastes que cela peut avoir. Les plus jeunes d'entre nous ne se souviennent peut-être pas de Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur en 2005, notamment l'une des choses sur lesquelles il a beaucoup communiqué dans les médias, c'est qu'il a demandé, il a mis la pression aux services de police et de gendarmerie pour améliorer le taux d'élucidation qui était considéré comme insuffisant. Alors voilà, avec vraiment un discours de remise en question du travail des policiers. Sauf que concrètement, quand il y a tout un tas d'affaires, comment vous faites pour les élucider quand vous avez strictement aucune info permettant de retrouver l'auteur, ou en tout cas de trouver des éléments qui pourraient étayer sa culpabilité. Très concrètement, cette injonction, c'est une pression sur lequel les policiers, en réalité, ne peuvent pas faire grand-chose. Donc concrètement, puisqu'on leur demande de faire du taux d'élucidation, d'améliorer le taux d'élucidation, alors qu'ils n'ont pas de moyens pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Et qu'est-ce qu'ont fait les services de police et de gendarmerie? C'est-à-dire qu'on va entrer dans une démarche proactive, et c'est-à-dire de se tourner vers les infractions qui sont élucidées en même temps qu'elles sont découvertes. Pour le dire très concrètement, c'est quoi? C'est vous contrôler des gens. Oui, vous aviez parlé, j'avais noté que le lien sur les quelques petits grammes de chiffres, c'est ça en fait, c'est ça. C'est-à-dire que concrètement, on a incité les policiers, donc aussi pour dire que c'est pas uniquement les problèmes qu'on peut parfois soulever, c'est pas des questions forcément de culture policière, c'est aussi des questions de ce type d'incitation par les politiques publiques. Concrètement, il y a eu une augmentation à partir de là extrêmement forte des contrôles de services de police et de gendarmerie, avec une augmentation notamment très forte en matière de stupéfiants, d'infractions à la législation sur les étrangers et de port d'armes. Et il y a une quatrième courbe qui suit vraiment une tendance
extrêmement similaire, c'est celle des infractions à personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est aussi pour dire que cette politique, cette incitation, finalement pour faire de la mise en scène, c'est-à-dire que très clairement, c'est pour mettre en scène l'action quand on ne sait pas comment faire pour agir avec un certain niveau d'instrumentalisation. Bien entendu, et ça veut dire que c'est concrètement, par exemple, vous augmentez les contrôles, et on en a parlé tout à l'heure, justement, Madame Savin, vous avez parlé les études qui portent le sujet montrent bien que les contrôles d'identité concernent d'abord les minorités ethniques, les plus jeunes, les garçons. Voilà, donc en tout cas, ça va cibler vraiment des populations en particulier, avec une efficacité, voilà, on parlait les quelques grammes de chiffres, ben, qu'est-ce que ça apporte à la société qu'on vienne justement les saisir et faire une procédure là-dessus. Voilà, moi, de mon point de vue, je suis assez dubitatif là-dessus. Ce qu'on pourrait aussi, et puis aussi, par contre, ça augmente les tensions avec les services de police. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose, la question des relations entre les services de police et de gendarmerie et la population. Alors, on sait que pour tout un tas de raisons, il y a des raisons qu'il y ait des tensions. Mais là, concrètement, on met les conditions pour que les tensions soient encore plus fortes, justement en raison du fait que ça n'a pas réellement de sens en termes d'efficacité dans la lutte contre la délinquance et en l'occurrence contre les trafics de stupéfiants. Et aussi pour souligner en fait un peu l'absurdité de la chose, moi il y a une statistique que j'aime bien rappeler en fait. Alors je ne sais pas actuellement ce qu'il en est, mais en tout cas, tout au long des années 2000 et jusqu'au début des années 2010, je n'ai pas vérifié après, je ne sais pas si ça a forcément changé. Est-ce que vous savez à peu près quel était le taux d'élucidation en matière de stupéfiants? Il était de 107%. Voilà, pour le coup, voilà, 107% d'élucidation, quelle efficacité. Alors, vous allez dire, mais en fait, c'est pas possible, évidemment, forcément, mais ça montre bien, en fait, ce qu'on fait, en fait, ce qu'on incite à faire au service de police et de gendarmerie. Concrètement, qu'est-ce qui se passait? Le type d'exemple, c'est vous arrêtez un jeune, il a du shit, il a de l'herbe, vous notez 2 faits élucidés et un fait enregistré comme délit. Et on a vu un exemple dans le Canard enchaîné, d'un exemple d'un policier particulièrement efficace, puisqu'il avait fait sur la même affaire 2000% d'élucidation. Mais comment a-t-il fait? Et tout simplement, il y avait eu une plainte pour un chéquier volé, et puis lui, il y avait 20 chèques quand le chèque était volé, 20% d'élucidation, 20 faits enregistrés comme élucidés. Mais voilà, concrètement, évidemment, on peut sur cette question-là, se poser la question du jugement moral qu'on peut porter sur ce type de pratique, bien sûr, mais il faut surtout se poser la question, quelles sont les politiques derrière qui incitent à ça? Parce que concrètement, s'il n'y a pas des raisons, qu'il y a un intérêt à faire ça, le policier en question ne le ferait jamais. Très rapidement, du coup, pour revenir sur les propos de monsieur, en ce qui concerne la surpopulation carcérale, effectivement, vous avez mentionné le rôle de la détention provisoire, qui devrait être en régime d'exception et qui malheureusement s'apparente à plus de la normalité. Mais encore une fois, il y a des possibilités, on peut inverser la courbe. Aujourd'hui, j'ai fait rapidement un petit calcul, en fait, on est à quasiment, sur le nombre de personnes détenues, on est quasiment en fait entre 20 et 25% des personnes détenues sont des personnes en détention provisoire. La Finlande est à 10%. Donc allons s'intéresser à pourquoi? Allons s'intéresser effectivement dans les pratiques, vous disiez en termes de formation des magistrats, qu'est-ce qui fait que finalement, face à une situation, face à une affaire, les magistrats ont peut-être en France, on va dire, une prise de décision un peu conservatrice. Là je fais appel à des théories de détection du signal, c'est la psychologie cognitive, mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, les magistrats vont prendre une décision un petit peu conservatrice de dire on va privilégier la sécurité et donc on va mettre en détention provisoire. C'est peut-être aussi, toujours pareil, en fait, un prisme idéologique. Ça peut effectivement être modifié dans le cadre de formation, d'insister sur que ça doit rester la détention provisoire, un régime d'exception. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un glissement qui s'autopère en fait depuis des années et des années. Ce n'est
mais effectivement plus de l'exception. Voilà. Donc ça peut être effectivement extrêmement important. Vous évoquiez cette peur de changer. C'est pour ça que dans mon propos, j'ai insisté beaucoup sur la notion de courage. Alors je ne sais pas si la notion de courage est objectivable dans les politiques publiques, mais je crois qu'effectivement, à un moment donné, on en est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que oui, effectivement, il peut y avoir des pressions populaires, on peut prendre des décisions, on peut faire des choix populistes, mais à un moment donné, la politique et les politiques publiques demandent du courage, demandent de penser au temps long, demandent aussi potentiellement de discuter, d'échanger, peut-être pour aller un peu loin, voire même d'éduquer aussi la population. Donc voilà, il y a des choses qui sont faisables là-dessus. Mais ça demande de s'y poser, ça demande d'y réfléchir. Ça ne se fera pas avec un claquement de doigts, mais il y a des choses possibles. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je vais peut-être juste passer la parole. Il y a encore 2 ou 3 questions, peut-être qu'on prend groupées. Comme ça, on vous laisse répondre aux 2 ou 3 questions de manière groupée. Et ensuite, on fera une petite pause de 5 minutes avant la 13e table ronde. Mais on a encore une bonne demi-heure d'échange. Je laisse la parole aux 2 ou 3 questions. Merci. Alors, devant la richesse de vos interventions, j'ai peut-être perdu le fil de mes questions initiales. Donc, Julien Vanier, moi je suis secrétaire national de la CGT Insertion Formation. Donc, sur la politique du fait divers, pour le coup, on connaît bien, puisque nous, à chaque fois qu'on est invité, pour le coup, sur les plateaux de télé que vous avez cités, c'est juste quand il y a un fait divers et c'est à ce moment-là qu'on parle de nos métiers et de nos services. Donc, ça, quelque part, on voit bien ce que ça signifie là. Voilà, plutôt des réactions par rapport à tout ce qui a été dit de ce que j'essaie de remettre en place. En tout cas, et notamment sur la globalité des politiques publiques, finalement. Vous parliez de courage, ça on ne peut que vous rejoindre. Vous parliez des effets dévastateurs de la comparution immédiate, etc., etc. On ne peut que vous rejoindre là-dessus. On est passé de l'individualisation de la peine presque à plutôt une protection face à la dangerosité présumée. Alors par qui, par quoi, on ne sait pas, mais d'une personne. Donc on en est là. Et on est plutôt passé à la politique publique, plutôt pénale d'ailleurs. Voilà, c'est Minority Report maintenant en fait. Chaque ministre de la Justice, chaque directeur d'administration, chaque directeur de service a peur du fait divers. Donc on essaie de faire croire aux gens et à la population, notamment par le biais des médias, mais je pense que c'est entre le gouvernement, ceux qui financent leur campagne et les médias, il y a quand même des ponts qu'on peut faire et du coup des orientations qui sont prises, et ce qui crée à la fin la peur. Mais toujours est-il que on fait croire à l'opinion publique et aux gens, parce que les conseillers savent ce qui est faux, mais là on va vers les gens en faisant croire qu'on peut empêcher tout crime ou délit selon la politique qui sera menée. Et c'est quand même déjà de base un constat qui fait que la peur ne peut qu'exister à la fin. Puisque le moindre fait divers, on fait comme si finalement il y en avait 50 à la minute, et qu'on ne pouvait plus même sortir de sa maison sans être en insécurité, on ne pouvait plus faire des rassemblements collectifs, et notamment des manifestations, etc., sans que ce soit presque des barbares qui les organisent ou des barbares qui sont dedans, puisque quand il y aura un abri de bus cassé, ça va faire la une des journaux. Par contre, les 150 000 personnes qui sont dans la rue, ça ne m'intéresse pas, dès lors qu'il n'y a pas d'accident en tout cas. Mais voilà, les politiques publiques, oui, ça demande du courage. Mais ça demande aussi, et vous l'avez exprimé, je crois, par votre exemple finlandais, c'est que ça repose aussi, à un moment donné, sur le sens qu'ils mettent les professionnels et pas l'opinion publique. Et que du coup, la réélection, ou le fait que la soupe soit bonne à Vendôme, à Matignon ou à l'Élysée peut-être, ne doit pas conduire finalement le sens de la politique pénale. Et que voilà, c'est l'intérêt de la société qui doit primer, mais aussi l'intérêt de la personne, évidemment, puisque la personne faisant partie de la société, c'est son intérêt aussi qu'il faut prendre en compte. Et quand on dit ça, on a tout dit, rien dit. Mais toujours est-il que voilà, c'est ça qui doit dominer, et que le magistrat a besoin d'éléments objectifs et pas seulement de dire il peut recommencer, donc mettons-le en détention, ou s'il recommence, ce sera votre responsabilité individuelle, donc mettez-le en détention pour ne pas l'engager, etc. etc. Voilà. Après, vous avez parlé des violences sexuelles, par contre. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a beaucoup d'évolutions, en tout cas légistiques, peut-être sur les délits ou les crimes. Notamment, vous avez cité la Convention d'Istanbul, mais moi, d'un point de vue très personnel, autant on arrive maintenant à mettre des mots assez facilement sur ce que peut constituer de violence sexiste et sexuelle, autant on a toujours ce même mal à définir ou à reconnaître une victime de violence sexiste ou sexuelle. C'est-à-dire qu'on a quand même peu de définitions précises
de ce qu'est une victime de violence sexiste ou sexuelle, ce qui est un peu particulier. Donc, on se base beaucoup sur la notion de victime au terrain pénal, mais par contre, on a l'impression aussi qu'une victime, quand il n'y a pas de sanction pénale, n'est pas victime. Et c'est un peu ça où je déplore le fait que peut-être on pourrait se pencher sur une définition de victime qui soit assez large, mais qui ne repose pas que sur la sanction pénale qui rende une victime victime. Enfin, pour ne pas faire trop long, vous avez parlé aussi de logement, et notamment des places de logements sociaux dans les territoires, par exemple. En étant confronté au sein de réunions d'échange au sein de l'administration pénitentiaire, moi, de ce que j'ai cru observer quand même, c'est qu'il y avait une grave dérive qui était de dire, puisque l'administration pénitentiaire a bien du mal à trouver des territoires pour accueillir les établissements pénitentiaires, et le ministère de la Justice n'est pas avare en construction depuis quelques années d'établissements, et du coup il y avait même parfois des tentatives de faire passer les places d'établissements pénitentiaires pour des logements sociaux au titre du quota, en tout cas du pourcentage, et c'était un peu une dérive qu'on observait quand même sur les termes, ils n'arrivent pas à trouver le terrain, et on a même vu ça avec même une extension d'école d'administration pénitentiaire où ils essayaient de suivre la même démarche que cette extension d'hébergement compte parmi les logements sociaux, pour vous dire à quel point on est quand même au niveau de la société. Et tout ce que vous avez dit sur les trucs précaires, etc., on ne peut que s'y retrouver également. Et du coup, je fais juste le lien, parce que là, je siège par exemple au CSA ministériel, au ministère de la Justice, et la démesure, avec tout ce que ça engendre, par rapport à ce que vous avez dit sur les politiques publiques et tout, des JO, des Jeux Olympiques de Paris, là, où on a l'impression que toutes les politiques publiques, tout ce que vous dénoncez, et ben là, on est même passé à l'étape où on dit que ça va arriver, donc on prend les mesures, déjà, maintenant, en disant de toute façon, on va condamner fortement, on prend déjà des interprètes, etc. On fait déjà des transferts d'établissements pour libérer des places en établissement pénitentiaire en Ile-de-France, etc. Et en fait, on sait même déjà, on réquisitionne tous les personnels du ministère de la Justice en disant il va y avoir du mineur, il va y avoir du majeur, il va y avoir plein de comparutions immédiates, parce que ça va être les émeutes, etc. Tout le discours est déjà fait, donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les personnes. Alors, je pense qu'il ne faut pas balancer son chou par terre pour la période des jeux, parce que là, je pense que ça va être compliqué. Alors, bon, ce ne sera peut-être pas les étudiants ou les personnes les plus précaires, puisqu'elles ont été expulsées, même si elles reviennent. Mais en tout cas, on voit bien que là, c'est complètement le délire encore pire que Minority Report. C'est-à-dire que là, on annonce des faits qui vont arriver, mais maintenant, il n'y a plus que les chiffres à avoir pour que ça colle avec ce qu'on avait annoncé, pour dire qu'on a bien géré. Et alors ça, c'est quand même une politique pénale assez nouvelle, je trouve. Voilà. Encore une question? Oui, merci pour tous ces éléments. Moi, la question qui me vient, c'est dans le bruit médiatique, je ne sais pas si c'est une question si c'est véritablement dans l'opinion publique, mais c'est le débat actuel sur le délai de prescription, puisqu'on entend parler beaucoup dans la société, enfin, dans les médias, enfin, dans les éditorialistes. Quel est le sens de ce délai de prescription? Parce que justement, derrière ça, la victime au nom de laquelle on parle, eh bien, en fait, on confond justice et vengeance. Et donc, j'aimerais peut-être que les personnes présentes ici, en intervenant, réexposent qu'est-ce que la justice et qu'est-ce qu'elle n'est pas. On regarde justement le prisme de la vengeance, et puis accessoirement peut-être sur cette question du délai de prescription. Merci. Je propose qu'on vous laisse répondre quand on a Vaste débat, comme vous vous en doutez, évidemment, y compris au sein de la justice, parce que nous, les juges, on a assisté à une transformation énorme des parquets sur ces questions, qui n'étaient pas du tout sensibilisés à ça il y a encore 10 ou 20 ans. Et maintenant, ils sont dans la majeure partie des cas, je ne vous parle pas des tout petits parquets de toutes petites villes de région, mais de façon générale, ils ont été beaucoup renforcés sur des substituts, comme on dit, des magistrats du parquet
qui sont maintenant très informés, très mobilisés sur ces questions de violence faites aux femmes ou aux enfants. Mais par rapport à votre question de la prescription, ça pose un énorme problème. C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez par exemple ce bouquin, Marie Lozé, Éloge de la prescription, parce que on croit que c'est une bonne idée. Et je ne veux pas développer, mais on croit que c'est une bonne idée. Évidemment, ça semble très très bien. J'ai été victime à 6 ans de mon oncle, de mon grand-père, parce que j'ai été juge d'instruction pendant 15 ans, donc dans 3 postes. Donc je peux vous dire que les affaires de violence, notamment sur les mineurs, j'en ai eu beaucoup. Et en plus, j'ai présidé à Paris la 15e chambre, qui est la chambre pendant 4 ans spécialisée sur ces questions-là, sur les délits commis sur les mineurs et par les mineurs. Donc j'en avais plein des affaires comme ça. Alors, on croit que c'est une très bonne idée. J'ai été victime à l'âge de 5 ans de mon oncle, en principe c'est ça, de mon oncle, de mon grand-père, ou du beau-père, c'est-à-dire du nouveau compagnon de la femme, c'est presque toujours ce cas de figure. Ou alors du chef de chorale, ou alors du professeur de tennis. Bon, c'est toujours des gens qui ont une certaine autorité quand même, ça. Et comme maintenant j'ai 33 ans et que ça m'est revenu, parce que j'ai fait un travail pour différentes raisons, je vais porter plainte et faire en sorte, parce que ça c'est important pour moi, que l'auteur soit poursuivi et condamné. Alors c'est une très bonne idée comme ça, sauf qu'il faut, moi mon expérience judiciaire, c'est qu'à un moment donné, nous les juges, on n'arrive plus à juger. Parce que ça fait trop longtemps. Donc l'idée, c'est ça l'idée, c'est que ça doit être imprescriptible. Bon, mais l'expérience que j'ai, et qui est extrêmement douloureuse, je peux vous le dire, parce que ça finit par des relaxes ou des acquittements à la cour d'assises, les victimes sont effondrées, absolument effondrées, parce qu'on leur dit, bon, madame, vous nous dites qu'il s'est passé ça. Sans doute c'est vrai, on n'y était pas, sans doute c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça s'est passé là, actuellement c'est 30 ans, la prescription, à partir de la majorité, jusqu'à l'âge de 48 ans. Jusqu'à l'âge de 48 ans, vous pouvez porter plainte en disant qu'un adulte a abusé de vous sexuellement. Bien, quand vous étiez tout petit. Le problème, c'est que j'ai eu je ne sais combien d'audiences comme ça, où la dame, elle avait 35 ans. Je me souviens d'une audience où c'était une jeune femme qui avait 35 ans, qui avait 2 jumeaux, qui disait que son professeur de chant, dans un centre parisien, avait commis des attouchements. Alors qu'elle avait, très petite, elle avait 12 ans. Sauf que le professeur de chant, il a été mis en examen, il est venu à l'audience, bon, il faut se rendre compte, il avait, je ne sais plus, 90 ans, il était incapable, évidemment, vrai ou faux, de se souvenir de quoi que ce soit. Elle disait, il m'a fait ci, il m'a fait ça pendant 1 année, ça s'est répété. Elle n'avait pas de témoin, elle prenait des cours de chant avec ce monsieur, elle n'avait pas d'écrit, pas de texto, pas de lettres, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a relaxé. Ça a été absolument dramatique, parce que sans doute c'était vrai. Mais c'est pour ça que quand vous dites qu'il y a peut-être d'autres méthodes que la procédure judiciaire, moi je crois effectivement qu'il faut vraiment travailler sur, non pas du tout supprimer les procédures judiciaires, il faut continuer à poursuivre pour ces affaires-là. Mais alors la prescription, c'est ça le problème que ça pose. C'est que 20 ans, 30 ans après les faits, nous les juges, nous n'avons plus de preuves. Nous n'en avons plus. Et quand on n'a pas de preuves, on relaxe. Et j'espère que ça continuera à être longtemps comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment un vaste débat. Il faut se rendre compte qu'en croyant rendre service à la victime, en supprimant la prescription et en permettant à 70 ans de poursuivre quelqu'un qui a abusé de vous quand vous aviez 10 ans, c'est extrêmement traumatisant finalement pour les victimes, parce qu'elles ne connaissent pas le fonctionnement de la justice et elles se retrouvent en fait sans aucune bille, quoi. Donc la prescription, je pense qu'il faut vraiment garder, on est au maximum là, je trouve que 30 ans après l'âge de la majorité,
pour des faits d'abus sexuels, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 48 ans quand on a été victime. Faut vraiment pas aller au-delà, parce qu'on peut plus rendre la justice, quoi. Bon voilà, là-dessus. Sur simplement le reste sur les JO, je partage tout à fait ce qui a été dit, hein. Dans la magistrature aussi. Ils ont recruté là, plein de magistrats au parquet à Paris pour les JO. Bon, recruter un magistrat du parquet, on sait pourquoi c'est fait, hein, c'est pour poursuivre et pour requérir des peines à l'audience. Hein. Il y a eu presque une dizaine de postes en plus là, à Paris, sur Nanterre, Paris, Bobigny, Créteil. C'est pour tenir des audiences de comparution immédiate. Voilà, ça va fournir. Et sur la question de la justice, et je finis là-dessus, de réformer la justice, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu des états généraux de la justice. Hein. Le problème, c'est qu'il y a eu des conclusions qui, pour certaines, n'étaient pas inintéressantes d'ailleurs, notamment la régulation carcérale. Il n'en est pas du tout tenu compte ensuite dans les lois qui sont proposées, puisqu'on va exactement dans le sens inverse. Et pourtant, les états généraux se sont très mal passés. On ne peut vraiment pas dire que c'était représentatif ni du monde judiciaire, ni, je crois, en général, de la population. Les syndicats, l'Union syndicale des magistrats qui est majoritaire et le syndicat de la magistrature n'y ont pas été. On n'a pas voulu y aller compte tenu des relations que nous avons avec Dupond-Moretti. C'était peut-être une erreur, mais enfin c'était aussi dire que ce garde des Sceaux, qui était extrêmement quand même méprisant avec les magistrats, on ne pouvait pas discuter avec lui. Bref, ça s'est très mal passé, mais les quelques conclusions qui étaient positives, de toute façon, la loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur et puis la loi d'orientation de la justice, là, qui a été votée récemment, on fait tout le contraire. Donc je pense qu'effectivement, il faudrait un processus tout à fait autre pour réformer la justice avec les citoyens, bien sûr. C'est un autre débat. Je prends la suite. Oui, par rapport à votre question, il y a aussi une autre évolution sociétale qu'il faut souligner. C'est une tendance à la judiciarisation. Hein, et donc, globalement, en fait, de plus en plus d'attentes pour régler les conflits via la voie judiciaire. Moi, à mon sens, c'est quand même quelque chose qui doit vraiment être discuté. C'est vrai que c'est très bien qu'on puisse donner accès au droit, ça c'est vraiment une chose. Mais en tout cas, on peut pas, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que il me semble qu'à un certain moment, il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont victimes, qui veulent avoir de l'aide et voir une forme de reconnaissance de leur victimation, mais par contre, la voie judiciaire, elle est compliquée. Et ça, pour moi, là, je trouve que là où on a parfois des aspects qui me semblent parfois problématiques, c'est qu'il y a une forme d'incitation de la société et de certains professionnels à se faire reconnaître comme victime par la voie judiciaire. Et moi, il me semble que alors ça là pour le coup, je donne mon avis, mais c'est mon avis personnel, mais il me semble que ça c'est quand même déjà toujours un choix qui doit appartenir à la victime, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour de quelle manière est-ce que je vais me faire reconnaître comme une victime. Alors ceci étant, il y a une deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en place nous aussi dans la société de manière alternative à l'action judiciaire. Et à mon avis, c'est justement ça aussi le problème de centrer la question de la reconnaissance des victimes via la voie judiciaire et de le centrer uniquement là-dessus, c'est que finalement ça limite les possibilités de penser les manières alternatives de prise en considération des victimes, et donc de penser aussi tous les dispositifs qui pourraient justement permettre aux victimes de se sentir reconnues dans leur victimation, de se sentir aidées dans tous les aspects pour lesquels elles pourraient aider. Et vous voyez, dans l'exemple que prenait Madame Sarah, je pense que c'est effectivement, quand on dit aux gens c'est par la voie judiciaire pour se faire connaître comme victime, si on fait passer cette idée-là, mais quand il y a un acquittement au bout, c'est peut-être encore plus violent, quoi. Et donc, alors certes, ça doit être une possibilité, et le droit, il doit avoir le droit justement de passer par cette en tout cas de permettre ça autant que possible. Il faut aussi vraiment penser à tous les à côté. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter.
Alors oui, il y a plusieurs éléments qui ont été abordés. Je ne vais pas revenir sur tous, parce que certains ont déjà obtenu des réponses. Mais la question de la dangerosité est intéressante. Effectivement, on est la Minority Report. Pour le coup, c'est des sujets qui m'intéressent, parce que ma formation, je suis psychologue, et tous les outils actuariels qui émergent un petit peu, qui arrivent des pays d'Amérique du Nord, avec des objectifs intéressants, il y a un réel intérêt à mobiliser ces outils-là, mais il faut faire aussi attention à ce qu'on pense obtenir de ces outils-là. Donc c'est derrière aussi les attentes. Et ce qui, je trouve aussi, va retrouver la question de la responsabilité, de l'irresponsabilité pénale, va renvoyer aussi à la question de l'expertise psychologique ou psychiatrique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi des individus qui peuvent formuler des attentes qui sont complètement impossibles à réaliser sur la base des outils disponibles. Et c'est des éléments dont on peut discuter. Récemment, j'ai pu interviewer un expert auprès de la cour d'appel en tant que psychologue, et qui disait qu'il se permettait parfois de rappeler au magistrat ce qu'il était en capacité en tant qu'expert psychologue de pouvoir répondre ou de ne pas répondre. On n'est pas omniscient, on n'est pas effectivement dans cette capacité de prémonition. L'évaluation de la dangerosité, des outils existent, mais ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas absolus. On ne doit pas rentrer dans une forme de divination pensant qu'on peut contrôler le risque. Ce n'est pas vrai. Donc parfois, effectivement, de replacer, et ça rejoint un peu ce qui a été dit, sur la place effectivement, de la victime dans un parcours judiciaire, notamment au niveau du pénal. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention aux attentes, et donc ça, il faut les comprendre, ces attentes-là, quelles qu'elles soient. Donc il faut aussi pouvoir communiquer là-dessus, avoir une forme de pédagogie, voilà, pouvoir expliquer effectivement qu'en matière pénale, la justice pénale, c'est pas forcément la place de la victime qui est centrale. Donc de pouvoir l'expliquer. Et ça peut permettre derrière que les attentes des individus ne se prennent pas un mur un petit peu dans le nez. C'est un peu pareil sur la dangerosité en fait. Il faut être en capacité de pouvoir faire valoir aux politiques et aux politiques publiques de dire ça on peut, ça on peut pas en fait. Voilà. Moi en tant que psychologue, si demain matin je dois répondre à certaines questions dans le cadre d'une expertise psychologique, je suis à 2 doigts de la divination. Et ça, mais le magistrat, lui, si on ne lui dit pas, si on ne lui explique pas, il ne peut pas le deviner, il n'est pas psychologue. Il fait appel à un expert justement pour ça. Mais voilà, il y a aussi, je pense, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est peut-être un petit peu naïf de ma part et utopique, mais pourquoi pas, mais communiquer en fait. Il faut expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Que les forces publiques, que les politiques publiques, que les politiciens aussi comprennent ce qui est possible de ce qui n'est pas. La prémonition, la divination, ce n'est pas possible. La tolérance zéro, donc expression chère à Nicolas Sarkozy il y a une quinzaine d'années, tendre vers le risque zéro, c'est pas possible. De la transgression, il y en aura toujours. Voilà. On pourra mettre autant de caméras qu'on veut. On voit bien dire n'importe quel nouvel outil existe, que l'individu, que l'être humain, que l'espèce humaine arrive à trouver déjà comment il peut transgresser. Voilà. Donc le risque zéro, on oublie. Ça ne veut rien dire. Mais ça, il faut l'expliquer. Parfois, donc, il faut aussi peut-être être en capacité de résister, de s'opposer à des pratiques qui, en fait, ne sont pas possibles. Enfin, encore une fois, on revient aussi à cette dimension du courage. Mais c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Je pourrais rebondir oui. Alors, oui, justement, par rapport à, justement sur la question des outils actuariels, il y a aussi en parallèle qui vont dans la même logique. Il y a ce qu'on voit se développer en Amérique du Nord et qu'on voit un peu arriver en France, c'est aussi le développement d'algorithmes prédictifs. Alors, on a vu des utilisations des outils de police prédictive, par exemple. On sait qu'aux États-Unis, il y a notamment une polémique assez importante sur Compass, donc un outil, un algorithme prédictif dont voilà, il y a eu une enquête qui montrait qu'il y avait des biais discriminatoires, notamment des biais raciaux, et donc concrètement voilà, c'est des algorithmes prédictifs qui vont attribuer des scores de risque. Et voilà,
tu as très bien expliqué toutes les questions qu'il fallait se poser sur la manière dont on se sert de ce type d'outils, le cas échéant. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est déjà la question, si jamais on utilise ce type d'outils, il y a la question vraiment de la formation à comprendre ce qu'ils veulent dire, et en sachant, justement, dans le cas des algorithmes prédictifs, un enjeu qui est important, c'est dans quelle mesure est-ce que les entreprises, parce que c'est ça la question, les entreprises qui vont produire ça vont ouvrir justement leur algorithme, parce qu'elles vont se retrancher derrière le fait que si jamais elles livrent leur algorithme, concrètement ça ouvre aux concurrents et qui pourront s'en servir entre guillemets librement pour résumer rapidement leurs idées. Mais plus généralement aussi, ce que ça souligne, c'est qu'il y a un business en fait, il y a la question d'un business de ces outils, de ces algorithmes prédictifs et donc notamment il y a des outils de justice prédictive qui se développent en France, qui sont faits par des entreprises privées et moi, je ne suis pas contre, par principe, à l'utilisation de ces outils. Par contre, il y a des choses que je constate, parce que j'ai pu travailler justement sur cette question des outils de justice prédictive, c'est la question de comment est-ce qu'on l'encadre. Comment est-ce qu'on l'encadre? Parce que là, on parle de justice. Quoi. Là, on n'est pas en train de parler d'algorithme pour savoir déterminer le meilleur endroit pour aller en vacances. Il faut savoir que les entreprises, concrètement, ces entreprises qui créent ça, elles n'ont pas toujours. Alors, on va pas faire un ensemble, mais il faut vraiment le dire. Il y a des startups, concrètement, des legal tech, comme on les appelle, qui ont des intérêts. Qui sont pas forcément ceux de la justice. Et en certaines circonstances, on peut se demander, moi je sais que j'avais échangé avec quelqu'un qui était un spécialiste du machine learning et qui avait travaillé sur ce type d'outils et qui disait mais en fait on ne peut pas en faire le business, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de business. Et le problème c'est donc du coup ça pose la question s'il n'y a pas de business quand entre guillemets on fait bien les choses. Ça veut dire que ça implique qu'on doit pouvoir en faire le business, en faire des usages qui vont être problématiques. Hein. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça sur cette question-là. Et il y en a vraiment beaucoup, des legal tech. Ça se développe. Je pense qu'on peut clore cette seconde table ronde. Je remercie les intervenants.